Recording is on. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement avec Jimmy au sujet aujourd'hui de hypnose et arts martiaux. Là, on est sur une réflexion autour des émotions dans un principe d'opposition physique cadré, c'est-à-dire la compétition sportive. On va pouvoir, je pense même, petit à petit décaler sur l'opposition physique que vous pouvez trouver dans un club, que ce soit les sparring, que ce soit les moments vraiment d'opposition où vos professeurs ou vous-même êtes en train de vous donner un peu dur avec quelqu'un, et pour voir comment ça aussi c'est gérable ou pas et comment ça peut impacter. Parce que plus on aura conscience de l'importance de l'émotion, de voir comment elle peut vraiment nous déstructurer, ou comme Jimmy l'a bien dit il y a quelques minutes, donc vous sur la précédente vidéo, il y a cette notion de focalisation, défocalisation. Et si je ne suis plus focalisé sur quelque chose d'essentiel, peut-être gagner, peut-être faire attention, peut-être me protéger, peut-être percuter, peut-être plein de choses. Et ça, c'est important. Et ouvrez-vous simplement sur l'esprit à vous dire un combat de rue ou une agression civile du quotidien avec des mots quand on est tout seul, c'est très différent que quand il y a la famille, des amis ou des personnes qui vont défocaliser notre attention parce qu'on va vouloir protéger ces personnes-là. Donc, cette notion de focalisation, défocalisation va avoir quelque chose de primordial dans le sport. Et là, on était en train donc de voir comment lui, émotionnellement, il était pris par l'émotion, à quel moment, et on finissait sur l'idée de se dire, la plupart du temps, il a utilisé la sémantique. Hein. Je suis un robot, je suis une machine, je suis un animal. C'est vraiment des sémantiques qu'on utilise beaucoup dans les sports de combat. À un moment donné, la notion, donc si on reprend la triptyque qu'on a l'habitude de prendre avec les énéagrammes, pensée, mental, cognitif, émotionnel et instinctif, là on rentre à un moment donné dans l'instinctif. Et l'instinctif, ce qui est assez amusant, c'est qu'une fois que ça a commencé, l'opposition, il y a eu la première frappe, on est rentré en lutte ou autre, le stress, la peur disparaît dans la seconde. On n'est plus qu'un corps. Est-ce que ça t'adhère? Est-ce que tu as, sur d'autres expériences, même avec Bendy, admettons, quand tu n'étais pas focus, tu as senti ce truc-là. Au moment où ça commence, il n'y a plus rien. Même si on ne le fait pas bien, même si on ne combat pas bien. Je ne dis pas qu'on va bien combattre. Ouais. Je m'en rappelle pas. Par contre, j'ai une expérience qui est... qui n'a rien à voir avec le sport. Et là, on va rentrer peut-être plus dans le domaine de quelque chose qui est dans la vie quotidienne, peut-être même en lien avec la self et tout. C'est un jour, j'ai un pote qui est un peu une blague, mais vraiment, il l'a super bien faite. Et c'était des années de ça. Hein. Il appelle chez moi. Comme il passe pour un voyou, tu vois, qui il me fait ouais, tu te la racontes et tout avec tes vidéos, je sais pas quoi. Mais moi, je rigole. Je suis là, je parle. Et donc, on s'embrouille au téléphone, mais sauf que moi, je m'en foutais. Et sauf qu'à un moment donné, le mec, il me sort mon adresse, il me sort des trucs, tu vois. Et en fait, je l'ai vraiment pas reconnu. Il a vraiment hyper bien joué le truc, quoi. Et là, ça commence à me stresser, mais je voulais pas lâcher le truc, quoi, tu vois. Et après, je raccroche. Il rappelle une deuxième fois et tout. Et je pouvais pas voir son numéro. Je savais pas qui c'était, donc j'avais pas de prise, rien. Et à un moment donné, donc il y avait ma nana qui était là, elle me dit ouais, t'as l'air stressé, qu'est-ce qu'il y a? Je fais non, rien et tout. Et puis à un moment donné, je lui raconte. Je dis voilà et tout, il y a eu ça, etc. Elle me fait ouais, putain, c'est chaud et tout. Je fais ouais, je vois pas, tu sais, il y a peut-être des oufs partout, etc. Et du coup, à un moment donné, je sais plus si c'est tout de suite ou une heure après ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, je suis sorti, j'avais besoin de sortir. Et là, dans ma tête, j'ai switché. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais vraiment dans la peur. Et à un moment donné, j'ai fait OK. Je suis remonté chez moi. J'ai pris un couteau de cuisine que j'ai mis dans mes poches. Et dans ma tête, je me dis OK, bah, moi, en gros, c'est à la mort, quoi. Et on revient à ce que je racontais le jour du combat de MMA. Ouais. Comme j'avais accepté ça, j'ai basculé en fait dans un stress immense, mais qui n'était plus le même. C'est genre, OK, je suis prêt. Je vais peut-être y passer. OK. Et genre, peut-être 2 heures après, un truc comme ça, j'ai ce même pote qui me rappelle et qui me parle normalement. Mais moi, je fais oui, ça va et tout. Il me fait ouais. Et je ne sais plus comment ça s'était passé exactement, mais en gros, on me dit mais attends, tu m'avais pas reconnu. Je dis mais non, pas du tout. Il me dit mais t'es un ouf toi, mais pourtant je rigole avec toi, je pensais que tu m'avais reconnu moi.
On revient, alors là c'est intéressant, on revient sur ta transe non équilibrée à un moment donné où il y a une notion d'agression. Alors l'agression, qu'elle soit là, on revient dans le cadre sportif, c'est une agression. Hein. Et même si les deux sont d'accord, on va s'agresser l'un l'autre mutuellement, on va rentrer dans une volonté de mettre un KO, de soumettre quelqu'un, d'étrangler, de casser, de faire une clé, de faire abandonner, qu'importe. Il y a une notion d'agression et c'est intéressant cette notion que tu mets en avant avec justement, à partir du moment où tu es agressé, toi, il y a eu souvent cette notion de transe qui pouvait ne pas être stable, qui d'un coup, toi, t'emmène dans plein de suggestions et qui va se terminer au moment où tu dis « Ok, bon, bah, mort ». Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais au début de la précédente vidéo, à la fin d'un combat, c'était que ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas la mort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point j'étais à la fois que la transe dans laquelle j'étais à ce moment-là était ultra focalisée, on va dire, je peux pas te dire sans peur, mais en tout cas, j'avais pas la sensation de trembler, tu vois. C'est pas dans ce sens-là, mais bien sûr, il y a de la peur. Mais quand il m'a dit que c'était lui, j'ai ressenti en moi un état que j'ai jamais vécu. C'est comme si plus rien n'était important, comme si j'étais, comme si c'était, putain, tu sais, t'as plus de pression, plus de tension, plus rien. Genre, bah ouais, je suis passé parce que moi, je pensais que c'était le combat à mort, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est intéressant que le fait que j'ai eu cette sensation que je pouvais mourir, que ça me permettait d'ultra focaliser et d'accepter entre guillemets mon sort en étant dans un truc qui était, voilà, qui n'était pas forcément tranquille, mais focus. Et donc, il y avait de l'émotion, sauf que là, l'émotion, encore une fois, c'était pas une émotion dont on aime parler. Moi, j'aime bien dire qu'il y a l'émotion primaire et puis il y a l'émotion mentale. Et l'émotion primaire, c'est celle que tu ressens pas, c'est celle que tu ne nommes pas. Par exemple, tu entends un bruit, tu te retournes, c'est de la peur. Mais sauf que tu te dis pas, j'ai peur. Pareil, tu es en train de me dire quelque chose et puis tu t'arrêtes quelques instants, je vais avoir de la frustration, mais je vais pas le ressentir. Mais ce que nous, on nomme donc émotion mentale, enfin moi, ce que je nomme émotion mentale, c'est l'émotion qu'on nomme parce qu'elle a perduré suffisamment de temps pour qu'elle nous gêne et pour qu'on se suggestionne dessus. Voilà, donc on va dire que dans ces moments-là, je suis passé d'une émotion mentale à une émotion primaire. D'accord. Bon voilà, donc pour moi, c'est un exemple que je peux donner par rapport à la question que tu m'as posée juste avant, quoi. Donc, ce qui, moi, m'intéresse là et qui revient avec ce que beaucoup mettaient en avant dans les arts martiaux. Alors, moi, j'ai plus une culture d'arts martiaux japonais et un peu d'européen avec tout ce qui était les maîtres d'armes, etc. C'est le rapport à la mort. Alors, je sais que c'est pareil en Chine, aux Philippines, etc., en Thaïlande. Cette notion à la mort est vraiment intéressante. À la base, un combat, hormis quoique les Grecs à l'époque du pancrace, à l'époque de la lutte, c'était violent. Hein. Il y avait des matchs de pancrace qui pouvaient durer plusieurs heures. Et à l'époque, ils avaient des espèces d'éléments en métal dans la main et ils se tapaient dessus un peu dur. Quoi. Là, on pouvait vraiment mourir. Cette notion d'aller vers la mort ou à la mort, déjà, simplement par le principe martial, c'est-à-dire d'un champ de bataille, d'une guerre, est quelque chose d'hyper intéressant. Et on l'a beaucoup dans les dogmes japonais et autres, avec des personnes à dire « soyez prêts à mourir ». Allez au combat comme si vous étiez prêts à mourir. Là, je suis en train de lire en ce moment « Breath » de Rickson Gracie. Et c'est vraiment, tu vois, l'état d'esprit qu'il a vachement vendu dans le Jujutsu, à dire « quand je combat, je suis prêt à mourir ». Et mon père, Helio Gracie, nous a appris à la même chose, à mourir en combat plutôt que d'abandonner. Cette notion de mort, outre le fait que parfois on peut complètement estimer que c'est complètement excessif, ramène quand même un instinct primaire et une capacité à te focaliser parce que tout connement, on a envie de vivre. On a beau parfois ne pas être hyper fan de la vie, mais entre être pas fan de la vie et bienvenue la mort, il y a un gros delta. Et je trouve que les arts martiaux, et là, dans une notion cadrée, peut nous ramener à cette sensation de mort. Tu combats des mecs qui sont tellement forts que tu as l'impression vraiment qu'il y a des moments, ils vont te buter. Tu as des coups, tu sens ta tête et tu dis, mais je vais crever. Dans ton corps, il te dit, j'ai peur, j'ai envie de fuir, etc. Et il y a même des moments où tu te dis, tu es tellement pris par cette peur que tu comprends pas que tu continues à combattre. Ouais. Tu es tellement dans la peur de je vais être annihilé, tué, blessé, mais il y a vraiment cette notion de non-vivant que cette émotion, paradoxalement, et là je trouve qu'on peut avoir une porte d'entrée sur la gestion des émotions,
elle est là. Il y a une vraie peur primaire et pourtant on continue parce que on pourrait abandonner, on pourrait dire stop. Et ben pourtant, à ces moments, on n'abandonne pas forcément. Ouais. Et on peut reprendre un round ou 2 rounds ou continuer alors qu'on est brisé, vraiment brisé. Cette notion de mort, comment toi tu la qualifierais dans l'état mental et dans le rapport émotionnel à la peur? Comment tu le percevrais ou le qualifierais? Bah, c'est ce que je disais, c'est que là, pour moi, on est dans l'émotion primaire. Tu vois, j'ai le bon exemple, parce que j'allais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu disais, oui, dans un combat, des fois, on peut avoir peur que ça arrive à nous déglinguer, etc. Mais pour autant, sûrement pour certains, c'est ce qui fait qu'ils deviennent ouf et qu'ils pètent des chevilles, tu sais, ou qu'ils contrôlent plus. Qui contrôlent plus, ça arrive. Ouais. On le retrouve souvent chez des débutants qui, en fait, comme ils ne savent pas gérer, ils sont dépassés par la peur, enfin dépassés par l'événement en tout cas, et qui deviennent dangereux. Et moi, ça me... Mais ils deviennent dangereux parce que l'émotion est trop intense. Oui, parce que l'émotion est trop intense, mais qui peuvent éventuellement, eux aussi, parfois, c'est extrêmement rare bien sûr, mais parfois basculer dans quelque chose qui est de l'ordre un peu destructeur, quoi. Tu vois, bien sûr. On n'est plus dans un échange, hein, c'est une destruction. Et en fait, moi, ça me rappelle, tu sais, les gens qui se font victimiser à l'école et qui ont leur, je sais pas comment dire en français, leur bully, quoi. Le bully qui m'emmerde, le harceleur, on peut dire, et qui l'humilie, qui lui tape dessus, etc. Et que l'autre, il fait rien parce que il se dit que s'il laisse faire, puis il va baisser la tête et puis à un moment donné, il va s'épuiser. En fait, ça empire la chose. Mais il arrive aussi qu'à un moment donné, la victime se rebelle. Et que le jour où on ne l'attend pas, en fait, il va se rebeller. Mais en général, quand il se rebelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens vont se battre et on ne saura toujours pas, entre guillemets, si vraiment il va se rebeller, il va gagner ou pas, parce que souvent les professeurs arrivent, ils les séparent. Et donc, ça, c'est ce qui arrive le plus habituellement possible. Et de manière un peu plus rare, mais qu'on peut entendre, qu'on voit à la télévision, c'est le même type de situation où celui qui s'est fait victimiser revient le lendemain avec un fusil à pompe et là, il tire sur le gars ou sur le gamin, parce que c'est des jeunes, hein, il tire sur le gamin et puis un peu sur tout le monde parce qu'il a juste pété un câble. Tu vois, mais là, on est sur des principes de surcompensation. On est sur des théories adlériennes de sentiment d'infériorité qui devient complexe d'infériorité et où, à un moment donné, l'excès de complexe d'infériorité amène à une surcompensation qui, la plupart du temps, peut plutôt se traduire vers de la manipulation des gens ou des trucs qui peut donner vraiment des pathos pas cool, mais qui, au bout du compte, n'iront pas forcément à la mort physique immédiate, hein, parce que tu as des patrons qui sont en putain de surcompensation, qui font vivre un enfer à leurs employés, parce que c'est devenu eux le patron et qu'ils sont en train de tuer psychologiquement les gens. Ils le font d'une autre manière. Et cette notion de fusil à pompe ou autre, c'est une surcompensation hyper intense qui revient à la notion plus instinctive, à se dire c'est soit lui, soit moi. Et en plus, pour être sûr que ça ne recommence jamais, je vais exterminer. Ouais, tout à fait. Mais ce que je voulais, tu as raison, hein, ce que je voulais signaler par là, c'était juste en fait, je faisais un petit parallèle pour amener au type de réponse qu'on va avoir. Parce que moi, le type de réponse que j'ai eu à ce moment-là, par exemple, que je t'ai raconté, c'était le fait d'être prêt même à aller moi aussi, éventuellement tuer l'autre, puisque j'ai un couteau sur moi. Et c'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est que, ok, c'est peut-être pas exactement la même situation, certes, mais il y a, même s'il y a un phénomène de surcompensation ou pas, de mon côté aussi, je me sentais, peut-être... Oui, mais parce que là, si on prend le truc, t'étais le bully. Quoi, t'étais le bullied, t'étais la surcompensation, elle est rarement liée à celui qui est en train d'être le bourreau. Si on prend un Cartman, celui qui surcompense, ça va être la victime. On sait que toute victime, dans un Cartman, va devenir à un moment bourreau de l'autre, plus ou moins intensément. Bien sûr, tout à fait. Et en fait, du coup, moi, je voulais rebondir par rapport à ta question vis-à-vis des émotions, etc. Qu'en fait, on va revenir très rapidement finalement à la cartographie de l'énéagramme, qui est que, en fait, l'émotion que j'appelle moi mentale, c'est énormément lié aux identifications, à l'identité tout court. Et c'est vrai qu'on peut remarquer ça beaucoup chez justement ce qu'on appelle les émotionnels en énéagramme, qui en fait sont dans une problématique identitaire, et qu'on retrouve quand même pas mal de sportifs qui réussissent, pas que évidemment, mais pas mal de sportifs qui réussissent, qui sont quand même dans ce type-là
qui sont plutôt émotionnels, donc dans des problématiques de type identitaire. Ce qui fait que effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux aussi le fait qu'il y ait un groupe, etc. Parce qu'ils veulent faire partie du groupe ou alors ils veulent montrer qu'ils ont réussi. Bon. Donc, il peut y avoir ça. Puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, évidemment, je pense que c'est multifactoriel tout ça. Hein. Il y a aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire que ça dépend comment aussi chacun a été éduqué. Est-ce que dans ta famille, les gens vivent encore, par exemple, sous un aspect plutôt tribal, par exemple, tu vois. Donc, nécessairement, la façon de voir et de vivre les choses va se faire au travers donc d'un esprit tribal. Que je ne suis pas, moi, désidentifié d'un groupe. Et donc, le groupe va m'apporter en fait de la force bien plus que si je suis seul. Tu vois, il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles parce qu'ils sont comme ça. Par exemple, moi, quand je faisais de la boxe thaï quand j'étais plus jeune, alors ce que je vais dire, c'est peut-être pas une vérité, mais en tout cas, j'avais remarqué ça et je m'étais fait cette réflexion à l'époque, c'est quand on est dans les cours de boxe thaï, tu as quand même pas mal de gars de quartier. Et c'est vrai que les gars de quartier avaient l'habitude d'être entre eux et d'être en meute. Et du coup, c'est vrai que les cours que je prenais à l'époque, c'était, pas chez Etudes, mais chez un autre prof, étaient basés comme si c'était avec ce genre de mec-là. Donc, il leur gueulait dessus, donc il y avait un côté très chef de meute, mais en même temps, un côté genre, c'est une identité de groupe, vraiment. Alors, c'est comme ça dans tous les sports en général, hein, mais je veux dire, c'est comme ça dans tous les sports, mais en plus, il y avait ça. Sauf que moi, qui ne suis pas du tout comme ça, mais moi, je détestais ça, quoi. Je dis, mais non, moi, il ne faut pas me gueuler dessus. Moi, j'en ai rien à foutre, en fait, d'être quelqu'un de particulier dans le groupe. Bien sûr que on ne peut pas s'en désidentifier complètement. Mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi certaines personnes vont vachement adhérer à ce genre de système, ne vont pas forcément avoir peur, avoir cette émotion entre guillemets mentale, parce que ça correspond, le cadre correspond en fait à leur cadre intérieur qui peut être identitaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors si on revient sur le cadre sportif des arts martiaux, etc., le cadre proposé par un groupe, un prof, un sensei, un sifu, un n'importe quoi, plus l'équipe avec laquelle tu t'entraînes, va te donner à toi une force émotionnelle de stabilisation plutôt que partir en vrille, comme on pourrait en parler, comme on a fait précédemment sur des peurs ou des excès, parce qu'à ce moment-là, il y a une espèce de protection de l'esprit de masse plutôt, donc la transe collective est supérieure à la transe individuelle et on vit au travers de la transe collective. Et à ce moment-là, les personnes se sentent en phase et bien, qu'importe la situation en opposition ou le cadre sportif dans lequel ils vont être, parce que justement, il y a la meute et le groupe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce qu'on voit énormément chez les Brésiliens. Ouais. Je reprends ça, nous, dans les arts martiaux, dans le MMA, il y avait beaucoup de Brésiliens. Et qu'est-ce qui faisait une des grandes forces des Brésiliens? C'était cette espèce d'esprit clanique. Nous, on l'a vécu en luta, en luta livre et en jiu-jitsu, laisse tomber. L'esprit clanique avec ce truc de on est tous ensemble. Et quand quelqu'un combat, et nous, on l'a vu beaucoup en luta, avec Nico, avec Mathieu, avec Fabi, c'était vraiment toujours cette notion qui était en avant. Donc, là, si on reste vraiment sur notre notion des émotions, ce que tu mets en avant, c'est l'apport systémique et donc la transe collective qui peut être proposée au travers d'un conditionnement. Et là, on est purement dans l'hypnose. Hein. L'hypnose est en fait un conditionnement à un moment donné qui va ancrer, c'est-à-dire mettre à l'intérieur des personnes des automatismes conditionnés. Et à ce moment-là, ça peut transformer, modifier, dans un contexte donné, hein, on est bien d'accord, l'émotion primaire que pourrait avoir personnellement la personne par une émotion globale proposée par un groupe. C'est ça Tout à fait. Ouais, exactement ça, ouais. C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que là, ce que tu mets en avant, alors nous, on l'a vécu, donc ça nous parle bien, mais pour les personnes qui se disent, OK, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de gérer mes émotions, soit, bien sûr, là, on parle d'arts martiaux sport de combat, mais ce qui nous intéresse, c'est petit à petit vous emmener dans votre quotidien. La notion de groupe, se poser la question de quelle est la suggestion de groupe ou quelle est la systémie dans laquelle vous évoluez par rapport aux différents stress et peurs que vous avez. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas changer un environnement et on a beau vouloir s'adapter, il y a un moment ou un autre l'ensemble des suggestions ou en fonction de votre personnalité. Jimmy l'a bien fait remarquer tout à l'heure, il y en a, c'est pas leur truc d'être dans cet esprit de groupe. Il y en a, ça l'est. Moi, par exemple, en luta,
Ça me cassait les couilles qu'on vienne dans mon coin faire hey, Pank, il faut que tu fasses ça, ta gueule. Je me souviens de Flavio qui me dit Pank, enlève le bras. Mais tu crois que je tente de faire quoi depuis 10 minutes? Il me pète ma gueule, donc bien sûr que je ne peux pas le faire. Et ça m'énervait. Donc en fait, il ne venait plus me coacher parce que je déteste cette notion-là. Ouais. Et cette notion justement de meute, de groupe est quelque chose qui, à mon avis, peut vraiment aider un certain type de personnes dans la gestion de leurs émotions. Comment vous vivez vos émotions à ce niveau-là? Après, comme tu as dit, le typage, est-ce que vous êtes plutôt un centre émotionnel? Ça va jouer aussi. Moi, tu vois, pour moi, les meilleurs combattants qu'on ait en type que je recroise le plus souvent, c'est les 9. Les 9, pour moi, en ce moment, pour ceux qui connaissent un peu l'UFC, Cyril Gane, il fait du 9. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Bah, je pense que les 9, ils ont un côté instinctif et un côté combat, tu vois, aimer le combat avec leur élan 8. Ils ont un truc où, en fait, ils sont hyper... genre, on les drive, donc ils s'en foutent, tu vois, c'est genre, faites. Et vu qu'ils ont un côté fusionnel à mort avec leur coach, leur truc, leur machin, eux, ils sont contents, ils sont reconnus au travers du plaisir que la personne va avoir. Et au travers de ça, ils sont capables vu qu'ils ont un côté d'endormissement de leurs propres sensations psychocorporelles, ils sont capables de dépasser des trucs de fou. Il y avait plein de lutteurs qui quand tu vois dans des reportages et tout, tu vois qu'ils font du 9. Et plein. Il y en a énormément dans le MMA. Et il y en a énormément dans les arts martiaux. Tu vois, cette espèce de... Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on reprend cette notion-là, regarde à chaque fois où est-ce que ça va. Là, je reprends encore un peu le monde japonais. La plupart des... Là, on retourne à l'ère Meiji ou à Tokugawa, donc avant l'ère actuelle au Japon. Il y a eu 300 ou 400 ans où il n'y a pas eu de guerre. Et beaucoup de sabreurs, d'experts du sabre, ont fini où? Au temple. Il y avait cette notion d'aller vers l'élévation. Et là, pour les personnes qui connaissent un petit peu les énéagrammes, c'est quand même un truc très neufien, tu vois. Ce truc au travers de quelque chose où je suis allé dans un extrême X, bah, il faut quand même que j'aille dans l'ascendance de ma personne, de mon être, au travers de beaucoup de méditation, questionnement, et est-ce qu'ils sont en train de s'endormir pendant la méditation? Je ne peux pas dire, mais tu vois, après avoir tué ou défié l'état de dojo. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant à prendre en compte. Dans cette idée de gestion potentielle des émotions dans un cadre donné, hein, là on a pris le cadre sportif, mais bien sûr ça peut être toujours un autre cadre. On n'est pas dans le cadre de l'inconnu de la rue, ou on n'est pas dans le cadre, si on pourrait même commencer à faire des liens avec le cadre de quotidien comme tu as fait tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller, hormis là, ou compléter, où tu as parlé de façon... une idée de se focaliser, être capable de maintenir une focalisation pour gérer davantage les émotions. Une notion peut-être systémique qui peut donner quelque chose pour justement une gestion des émotions. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dans ton expérience, proposer, dire, tu as aussi proposé la sophro, le training autogène ou l'auto-hypnose, pour ouvrir les personnes qui se disent « Oh putain, j'ai un combat » ou combat, pour moi, ça peut être une échéance d'un examen, d'un rendez-vous, d'une rencontre ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner, en tout cas proposer de ton expérience martiale pour un peu plus gérer dans un cadre connu, même qui peut être stressant, les émotions? J'ai envie de dire, c'est un peu complexe. J'ai envie de dire que déjà, si la personne... apprend à se connaître par tout ce que tu as raconté, le training autogène, l'auto-hypnose, peut-être même avec un coach ou je sais pas, un coach mental ou une psychothérapie, tout ça peut aider. La connaissance de soi, pour toi, est quelque chose d'important dans la gestion émotionnelle? En tout cas, je pense que c'est très utile, en tout cas. Important, je ne sais pas. Personnellement, pour moi, oui, mais bon, ça ne convient peut-être pas à tout le monde. En tout cas, ça serait fortement utile parce que, en fait, tout le problème est le même, c'est celui est-ce que j'arrive à gérer ou pas ce dans quoi je me suis mis. On a tous, bien sûr, des objectifs différents, on a tous des chemins différents, mais au moins dans le chemin que je prends, est-ce que à ce moment-là, ça va être intéressant ou pas de gérer mon émotion? Souvent, les gens vont vous répondre oui. Un truc tout con, hein, je suis au boulot, je suis quelqu'un qui est sans arrêt en colère, ça va être compliqué en fait peut-être de négocier mon augmentation parce que je fais chier tout le monde, quoi.
Tu vois, je sais pas. Non, c'est simple. Tu vas, tu tapes la personne, tu dis augmente-moi maintenant, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, augmente-moi maintenant. C'est ça. Bon chance. Bon chance. Mais tu vois, et c'est effectivement de ce point de vue-là, nous on le voit aussi en psychothérapie, les gens qui en fait apprennent à mieux se connaître, gèrent mieux ce qu'ils sont, parce que l'idée c'est pas, moi je pense pas qu'on change, hein, on partage un peu cette idée, mais au moins on sait déjà, on sent ce qui en fait peut faire qu'on est dépassé par ce qu'on ressent. Et quand c'est pas le cas, c'est plus facile d'être lucide et du coup on refocalise plus facilement sur les idées qui nous intéressent. Donc, on retrouve un peu les mêmes d'ailleurs les définitions d'hypnose chez Hellman par exemple. Hein, complètement. Donc, en gros, c'est arriver, alors si on le fait en version hypnose, c'est arriver sur une transe que moi je nommerais équilibrée, c'est-à-dire une transe somnambulique plutôt que stuporeuse, qui à un moment donné nous permet d'avoir la sélectivité des pensées que l'on souhaite pour se focaliser dessus et donc se suggérer potentiellement l'ensemble des ressources qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. Ça serait en gros devenir des somnambules hypnotiques. Je parle vraiment dans le cas où l'émotion devient trop intense et ne pas se laisser avoir par l'autosuggestion émotionnelle, mais avoir la focalisation psycho-rationnelle. Et là, on revient à comment il s'appelle thérapie émotivo-rationnelle, tu vois. On est pile poil dessus, hein, sur Ellis. Ellis, ouais. Ouais, c'est globalement ce que Ellis lui proposait dans sa manière de gérer les émotions. Ouais. Après, c'est pareil, après, c'est très compliqué. Je donne un exemple tout bête. Actuellement, j'ai quelqu'un de ma famille qui a un cancer et qui souffre beaucoup de douleurs, d'angoisse, etc. Et ça faisait déjà un moment que je lui proposais de faire des exercices de respiration, etc., pour au moins qu'il apprenne à focuser, de faire des exos de focalisation, par exemple, sur un point. Voilà. Et en fait, il ne le faisait pas. Et il y a un moment donné où il a commencé à le faire, où il était OK pour apprendre à le faire. Et il me disait, mais qu'est-ce que je peux commencer à faire? Je dis, déjà, tu peux, par exemple, puisque tu as déjà des exos de respiration, c'est très bien, tu peux aussi faire ça autrement, tu peux commencer à fixer un point. Fixer un point de manière volontaire. Pas genre tu le regardes et tu t'endors un peu dans ce que tu regardes. Non, tu restes fixe pour que tu muscles ton attention. Et comme une Betty Erickson ou comme une Flower à l'époque? Ou avec vraiment une conscience un peu différente? Non, avec une conscience que tu restes bien à regarder ce que tu regardes en fait. D'accord. Tu ne cherches pas à partir déconnecté, etc. Tu cherches à vraiment regarder, à rester fixe. Et bien sûr, tu vas entre guillemets, faire des allers-retours dans tes pensées, ce qui est normal. Mais jusqu'à ce qu'en fait, tu fasses ce qu'on appelle nous la concentration. En fait, hein, c'est la focalisation, on va dire, c'est l'aspect structurel de la fonction. Mais c'est ça, et ça prend un certain temps. Alors, avec l'entraînement et ou la motivation, ça va plus ou moins vite. Et je lui disais, tu vois, le problème, c'est qu'il fait du 7, cette personne-là en l'occurrence. Et en l'occurrence, comme je le connais très bien, très compliqué. Les 7, c'est vraiment, ils sont mal barrés. Hein. Mal barrés. Pour la focalisation. Ouais. Et donc, je disais, comme tu as tellement l'habitude en fait de défocaliser tout le temps, c'est que tu apprennes au point à faire ça de manière volontaire. Le bon exemple que je lui donnais en tout cas à ce moment-là, c'est tu vois, quand tu fais ça, que ça te plaît, quand tu fais ça, qui ne te plaît pas, etc., dans les deux cas, tu focalises de manière involontaire. Là, au moins, tu vas le faire en travaillant ça. Et il me dit, mais ok, mais à quoi ça va me servir là? Si par exemple demain, je dis, le truc en soi, il va te servir à rien tout seul. C'est un ensemble d'exercices qui font que. Et là, il me dit, non, moi par exemple, si tu me montres un geste d'arts martiaux, etc., voilà, je l'apprends, je vais l'utiliser. Je dis oui, mais est-ce que vraiment, par exemple, tu peux choisir si tu fais du karaté ou pas quand tu vas te défendre? Est-ce que tu peux dire ça? Il me dit, oui. Je suis bon, comment? Quand tu te dis, aujourd'hui je le tape et je fais pas du karaté. Il me dit non, mais ça va se faire tout seul. C'est exactement ça. C'est que à force de répéter des exercices qui vont développer des compétences chez toi, des mini-compétences qui vont s'associer, à un moment donné, ça va bien tout seul. Pourquoi je raconte tout ça? C'est par rapport à la question que tu as posée, c'est comment en fait on pourrait apprendre à gérer potentiellement nos émotions. C'est par différents biais qui, cumulés les uns aux autres, vont nous apporter une autre manière de gérer l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur de soi, et que ça se fera tout seul en fait. Et c'est les petites expériences qu'on va faire petit à petit qui vont venir valider les réussites ou invalider ce qui ne nous intéresse pas pour cheminer vers quelque chose qui va nous faire ressentir comme étant à l'aise et pas dépassé par l'émotion. Et c'est pour ça qu'on parle de familiarisation et d'entraînement. C'est-à-dire, évidemment, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement
dans n'importe quel sport, s'il est suivi à tous les niveaux par rapport à ses besoins, ça se passe bien. Et on le voit aujourd'hui chez les gens qui ont besoin d'un coach mental, une fois qu'ils ont le coach mental, ça va mieux. Bon, après, sans parler forcément que de sport, on le voit en psychothérapie, comment les gens ils arrivent progressivement à se gérer. Moi, je pense surtout aux gens qui sont anxieux. Et quand souvent les gens qui viennent avec des troubles anxieux me voir, je leur apprends en fait à faire de l'auto-hypnose devant moi, entre guillemets, et à observer qu'ils sont capables de créer des phénomènes édomoteurs chez eux-mêmes. Et derrière, de dire, ok, ça se passe comment quand, par exemple, voilà, tu as un stress, dis, voilà, j'ai le cœur qui bat vite, etc. Voilà. Donc, du coup, c'est aussi de les faire focaliser sur ce qui, au départ, était inconnu. Alors, j'ai oublié de dire un truc, c'est que je leur explique quand même comment fonctionne le corps. Donc, la peur de ne pas savoir ce qui se passe dans leur corps disparaît, donc ça leur fait un stress en moins. Mais du coup, le fait qu'ils apprennent à voir qu'ils sont capables de gérer quelque chose dans leur corps leur donne un sentiment donc de compétence qui, alors le mot compétence, c'était pas le terme que je voulais employer, mais c'est pas moi, c'est pas grave, je veux dire ça, leur donne un sentiment de compétence qui les font se sentir moins impuissants face au stress qui peut leur arriver, quoi. Et c'est pareil, c'est un cheminement, puisque c'est un apprentissage, et petit à petit, tac, ils rencontrent la situation qu'ils ont déjà appris à gérer en partie. Ça revient au postulat de la TCC. Hein. Exactement, tout à fait. Mais finalement, de tout apprentissage. Oui, mais complètement. Mais ce qui a été très, très valorisé au niveau TCC. Et là, par exemple, dans les arts martiaux, moi, dans le cadre de la self-défense des cours que je donne, une fois par an, je donne un cours sur la préparation mentale au combat dur. Et je fais ça en général au mois de décembre parce que je sais qu'à partir de là, je vais commencer à faire des combats où les mecs se tapent sur la gueule vraiment, quoi. Mais tout le monde ne fait pas ce stage. Mais en tout cas, ceux qui viennent au stage, souvent, c'est ceux qui ont le plus peur. Donc, c'est là que c'est intéressant. Et en fait, tout le stage, on fait pas de combat. Ça dure 4 heures. Tu as 3h10, 3h20, où en fait, on va faire que des exos basés sur, comme tu disais, la TCC, passant beaucoup par la respiration. Et qui. Quoi. Pardon ? Tu fais du système. Oui, finalement, je reprends finalement ce qu'on peut faire en système, mais pas que. Alors, pour moi, c'est un rapport avec ce qu'on fait nous en thérapie, c'est qu'on y va progressivement en venant, par exemple, des fois, je vois des exercices, tu vois, de gens qui dans les self-défense, ils sont à 3 sur 1, et puis l'autre, il est là, puis il se protège comme ça, lui, tu leur tapes dessus. Et moi, quand je vois ça, je me dis, l'exercice, il n'est pas bon du tout. Il est intéressant sur le plan de dire, tu vas venir encaisser, mais si l'autre, en fait, il est en train de subir, il n'a rien appris, en fait. Alors que dans un exo comme ça, je vais, par exemple, à ce moment-là, demander à la personne, une personne qui frappe, d'aller tranquille, et l'autre, il travaille sa respiration. Ou même, il respire normalement, pas forcément de faire une respiration comme ça. Et progressivement, ils vont de plus en plus fort, parce que c'est lui qui contrôle le truc. Il dit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, et en fait, les mecs, ils peuvent lui taper dessus. Et en fait, il se rend compte qu'il gère. On le fait aussi sans que forcément on donne le signal incendiaire, forcément, vas-y plus fort. Eux, ils vont de plus en plus fort, mais il a le temps, en fait, de s'adapter. Ouais, tu fais du conditionnement. Mais complètement. C'est que ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça, en fait, tout dépend du chemin qu'on prend. Là, le chemin, je parlais de self-défense, et en l'occurrence, un chemin même très particulier, qui était juste le fait de faire de l'opposition, dans une opposition violente, qui reste même sportive, tu vois. Mais même ça, voilà, à partir du moment où on a un chemin, quel qu'il soit, que ce soit une compétition sportive dans un sport très particulier, que ce soit dans ton quotidien, ou que ce soit, parce qu'on parlait tout à l'heure de la self-défense, tu vas forcément travailler, ou du moins, en espérant que ton coach ou ton équipe de coach va trouver toutes les choses qui vont permettre de t'aider, toi, personnellement, à te développer au travers de ce que tu as besoin de développer. Hein. En l'occurrence, ton émotion à gérer. C'est ça que je voulais dire. Quoi. Ok. D'accord. Là, ça fait beaucoup de dérivatifs pour ça. Mais j'entends. Ouais. Tu dis, où est-ce que tu es allé avec tout ça? Ok, ouais. Donc, pour bosser au niveau émotionnel, le plus intéressant serait à un moment donné
d'arriver à la compétence de se conditionner sur différents éléments, aidé ou pas par un système qui va nous accompagner pour pouvoir petit à petit aller des étapes supplémentaires pour se permettre à un moment donné d'aller dans une habituation suffisante et pouvoir gérer dans les cas potentiellement stressants le stress et l'émotion pour ne pas se faire submerger par elle. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, ok. On va finir là-dessus. On se revoit pour un prochain numéro où on parlera donc davantage au niveau self-défense, coup-ci, et puis on continuera petit à petit à aller de plus en plus vers comment on peut l'utiliser au quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao ciao.